Je m'appelle Daniel Schmidt, je suis responsable des formations professionnelles à l'EDA et j'ai le plaisir de dire bonsoir à Mathias Forbach. Mathias, avec lequel je travaille depuis, ça fait maintenant 10 ans. Ça fait aussi 10 ans qu'on se connaît. Alors Mathias, il vous donnera toutes les informations sur sa carrière et son travail tout de suite. Mathias est artiste et illustrateur indépendant. Ça fait 10 ans maintenant qu'il enseigne à l'EDA. Dans différentes branches. Évidemment, il enseigne l'illustration chez nous, mais dans le passé, il est passé par tout un tas d'autres branches qui sont peut-être plus liées au graphisme, etc. Mathias est quelqu'un qui a un pied dans l'art visuel et un pied dans le design, qui vient vraiment de ces deux mondes et qui ont une compréhension aussi de ces deux mondes qui est assez rare. Et il y a aussi un travail qui touche un peu à ces deux mondes, mais là, il sera mieux qualifié d'en parler tout de suite. Voilà, alors je vais passer la parole à Mathias et puis bonne présentation. Merci Daniel, bienvenue à tous, merci d'être présent ce soir, merci pour ta présentation. Alors voilà, je m'appelle Mathias Forbach, j'ai 37 ans, effectivement ça fait 10 ans que je suis à l'EDA, que j'enseigne. Je vais vous présenter une manière un peu étrange de présenter mon travail, c'est-à-dire que je vais la présenter au regard d'autres artistes avec lesquels j'ai grandi et avec lesquels j'ai évolué. Donc l'idée c'est de faire une sorte de comme un peu un jonglage entre des artistes que j'admire, ou des illustrateurs, illustratrices que j'admire, et de mettre en relation un peu avec mon univers graphique. Voilà, j'essaye ça, et puis ça me paraît assez cool à faire, aussi un peu enrichissant aussi pour présenter mon travail. Je vais juste passer en plein écran, partage d'écran. Alors, il faut que j'ai le droit de partager mon écran, parce que je n'ai pas le droit. Allô. Réessaye encore une fois, Mathias. Voilà, c'est bon. Ok, merci. Voilà. Alors, bienvenue à tous, toutes et tous. Je vais juste régler un petit peu mon écran, comme ça. Et puis, participants, comme ça j'ouvre. Et encore ça. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon travail au regard de différents artistes. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. J'y répondrai très volontiers d'ici une petite heure. Ça va prendre à peu près. Et je vais tout de suite commencer la présentation. Alors, le premier artiste avec lequel j'ai grandi, avec lequel je me suis formé, c'est l'artiste Keith Haring, un artiste que j'admire, qu'évidemment on connaît sous plein de facettes différentes. Moi, je le connais surtout par des souvenirs que j'ai quand j'étais jeune, des posters du Montreux Jazz. Ça m'a marqué, c'est quelque chose de très vivant, de très coloré, avec un trait très très simple, quelque chose qui son travail est vraiment très direct, très en mouvement. Il y a une dynamique dans son trait qui voilà, m'ont fait avancer et grandir. Donc évidemment, il y a quelque chose qui m'a tout de suite plu dans sa manière de sortir le dessin de la page de papier, sortir le dessin. Lui, il a commencé à dessiner dans la rue. Donc évidemment, j'ai aussi été influencé par ça. Et puis j'ai commencé à dessiner aussi en faisant des autocollants.
d'abord avec mon meilleur ami, Thomas Koenig, avec lequel on a commencé à faire du dessin à 2 ou à 4 mains. Et par ces différentes approches, lui et moi, on dessinait de manière très libre. On dessinait sur des autocollants et on dessinait en soirée sur des autocollants et puis on allait les coller dans la rue après avoir passé notre soirée. Donc il y avait un peu le côté un peu illégal, il y avait un peu le côté vraiment super un peu direct du dessin sur l'autocollant, et puis d'aller dans la nature et puis d'essayer de les mettre en avant, ces dessins. Voilà, on a commencé à collaborer ensemble autour de dessins à partir du gymnase, la fin du gymnase. Ensuite, on a fait l'école. Les deux, on était à l'école, et puis les deux, on a commencé à travailler évidemment sur des voies différentes, et puis on faisait des publications un peu homemade et avec des expérimentations graphiques. Et puis, ça a un peu formé notre démarche artistique. Et moi, ça m'a formé aussi, évidemment, d'expérimenter à ce moment-là. Ça, il s'agit d'un autocollant. Donc, c'est ce qui découle, évidemment, quelques années après, avec mon travail entre illustrations et puis les envies que j'avais. Donc, c'était de pouvoir faire des autocollants puis pouvoir un peu les coller un peu n'importe où. Et puis, ce qui est assez magique, c'est que quelques années après, cet autocollant-là, il a été fait il y a quelques années, 3-4 ans, et il s'est retrouvé collé par mon ami Thomas à Hollywood, à Los Angeles. Et puis, pour moi, c'était une manière de un peu boucler la boucle et puis d'avoir un peu mon travail qui se diffuse petit à petit à l'étranger et pas que en Suisse. Donc, Kees Haring, vraiment, j'ai toujours admiré son travail. Il y a quelque chose de très simple dans son trait et quelque chose de très graphique aussi. C'est un peu ça qui m'a nourri quand j'étais plus jeune. Et puis, il avait aussi des questionnements autour des médias. C'était pas juste joli comme ça. Il y avait aussi un fond derrière qui était quand même une critique de la société à cette époque-là. Et c'est ça que j'aimais. C'était une simplicité dans son trait. Et puis, une manière de, de pouvoir parler de ce qu'il était en train de vivre ou ce qu'il était en train d'expérimenter sur le moment. Un des deuxièmes artistes qui m'a beaucoup plu dès le départ parce qu'il avait une diversité assez phénoménale de dessins, de peintures, d'œuvres. Et puis surtout pour le côté libre, entre quelque chose qui ressort. Là j'ai mis celui-là en exemple parce qu'il montre bien quelque chose peut-être d'abstrait, mais il y a quand même des signes qui peuvent rappeler des éléments typographiques, des symboles de l'histoire de l'art ou des symboles de l'espèce humaine en fait sur la Terre. Et en même temps, il y a une sorte de liberté de couleur, de jeu de forme en arrière-fond, donc il y a une certaine profondeur. Et puis pour ça, alors ce jeu-là, c'est quelque chose vraiment qui est toujours quelque chose que je recherche quand je fais quelque chose de graphique, c'est-à-dire il y a le premier plan très premier degré ou très clair, et le deuxième plan un peu plus libre peut-être, où on sent qu'il y a une structure qui est un peu cachée en arrière-fond. Ce jeu-là de premier plan, deuxième plan, troisième plan, j'ai essayé de le développer je dirais à partir de ce moment-là, 2015. C'est une toile qui a été faite pour Swatch dans le cadre d'une performance dans l'aéroport de Zurich. Et puis l'idée, c'était de faire plein de dessins, mais que ces dessins soient liés entre eux par un autre dessin, une sorte de sous-entendu par un autre dessin. Et là, il s'agit de la carte de la Suisse. Donc, on a cette forme un peu libre de la Suisse,
des jeux de couleurs différentes ou des variations de couleurs de profondeur différentes. Et puis, par-dessus le tout, une sorte de grille de dessin en noir et blanc très libre, enfin juste en noir, pardon, très libre, qui était censé représenter en fait les 26 cantons de la Suisse. C'est un tableau que j'étais obligé de le mettre dans cette présentation parce que de ce tableau découlent plusieurs autres projets qui sont venus par la suite. Donc c'est possible, en fait, il y a des œuvres comme ça tout au long d'un parcours d'un artiste ou comme ça qui sont importantes. Ben, pour moi, celle-là, elle est vraiment super importante. Un autre artiste illustrateur dont le travail me plaît et que je suis depuis maintenant on va dire, une dizaine d'années, c'est l'artiste Para, qui est un artiste hollandais. Et Para a un personnage qui est très reconnaissable, il joue avec des contrastes noir et blanc très forts, principalement avec des formes humanoïdes, mais aussi des objets. Enfin, j'aime beaucoup son mélange, son univers. Il a commencé avec un univers très noir et blanc, et il est parti dans un univers très coloré actuellement. Il est très demandé, reconnu, parce qu'il fait des collaborations avec des marques, mais tout en reconnaissant son style. Donc moi, j'ai l'impression qu'il est dans l'affiliation de Keith Haring, d'artistes comme ça qui étaient un peu entre un peu pop art, et puis en même temps qui a été quand même avec lesquels ils s'intègrent dans leur société au moment où ils font leurs œuvres. Donc ça de ça, j'associe avec un travail maintenant qui a 3-4 ans, qui est un travail d'illustration éditoriale, qui était pour le journal, le magazine Sofar, qui était fait par le Phare de Lyon, qui est un festival d'art vivant. Et puis, chaque année, avant ce festival, il propose un petit journal donc, qui est fait chaque année par un graphiste et illustré chaque année par un illustrateur différent. Donc, il y a une année, j'ai eu la chance de faire des dessins en noir et blanc. Et puis, effectivement, là, j'associe le travail précédent avec celui-là parce qu'il y a des contrastes, il y a un peu l'énergie du noir et blanc, comme l'édition finale était en noir et blanc, qui n'avait pas besoin forcément de couleur. J'ai pu vraiment questionner ce jeu-là de noir et blanc et travailler sur des illustrations. Par exemple, celle-là, très contrastée. Très évidemment, c'était lié à un article qui parlait évidemment d'une pièce qui se passait dans l'eau, et qui avait quelque chose lié au mouvement. Donc, il fallait un peu essayer de représenter ça. Donc, il y a une recherche graphique et une idée de contraste par rapport à cette publication. J'utilise tout au long de mon parcours, il y avait cette idée d'avoir un personnage. C'est quelque chose qui est venu assez tôt dans mon parcours, on va dire, d'illustrateur. Ce petit personnage que j'essaie de rendre vivant, qui s'améliore, qui m'a aidé aussi à dessiner. C'est-à-dire qu'au début, il était dessiné de manière très sommaire, peut-être qu'une tête. Après, j'ai dû quand même un peu imaginer un corps. Et puis petit à petit, là, en ce moment, il a du volume, il a des membres qui se précisent, il a des mains, et enfin, tout coup, il peut tenir des choses, il peut marcher, il peut courir. J'ai pas appris forcément à dessiner de manière classique ou académique. C'est vraiment quelque chose qui est venu en dessinant ce personnage et puis en essayant de trouver des jeux et graphiques et des jeux de composition avec ce personnage, ce qui m'a permis d'évoluer dans mon dessin. Donc, je suis toujours en apprentissage. C'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas forcément arrêté. J'essaie d'avoir des éléments sur lesquels je peux me reposer, des éléments graphiques, mais ce personnage-là, il évolue avec moi, en fait. Il grandit avec moi. À côté de ça, il y a une recherche peut-être aussi un peu abstraite ou un peu de jeux abstraits, de jeux graphiques. C'est toujours pour cette petite publication, des dessins qui sont très simples, qui sont à la limite de l'abstraction.
Peut-être qu'ils font un peu bande dessinée, et puis on verra plus tard. Évidemment, c'est un univers que j'apprécie énormément. J'espère que vous m'entendez, est-ce que tout va bien? Ouais. Toujours avec Para comme inspiration, mais aussi comme un peu fil conducteur. Voilà, à une époque. Autant il vient du monde du graffiti, j'ai aussi commencé par le graffiti, mais j'ai rejeté un peu cet univers-là pour aller justement vers quelque chose d'un peu plus graphique. Et lui, il arrivait très bien en Hollande à réaliser ce genre de fresques avec juste de la typographie. Et ça m'a inspiré pour pas mal de posters, pour le rocking chair que j'ai fait à l'époque. On va dire c'était de 2009 à 2013, si je me souviens bien. Et puis ça, c'est un peu plus récent, 2018. C'est essayer de jouer euh, entre typographie et illustration, comment la typographie et l'illustration peuvent un peu merger ensemble, se, être, être vraiment éloquent les deux. C'est-à-dire qu'on peut lire quelque chose de loin et puis on se rapproche et puis il y a une illustration. Euh, donc il y a un peu cette lecture, ce jeu de lecture en couche comme ça, en profondeur. C'est quelque chose qui m'a qui me plaît énormément de jouer avec la typographie, comme si c'était une grammaire graphique. Comme voilà, c'est quelque chose qui est comme un de mon personnage, c'est quelque chose qui peut être exploré petit à petit, où je ne me sens pas forcément pressé de finaliser quelque chose avec la typographie, mais c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut jouer et typographiquement et avec de l'illustration. Comment on peut assembler ces deux. Puis des fois, il y a la typographie qui prend le dessus, des fois, il y a l'illustration qui prend le dessus. Mais là aussi, il y avait quelque chose d'important pour moi, c'était d'avoir un élément graphique qui me soit propre. Et depuis le début que j'écris des choses avec de la typographie, j'écris toujours mes E de cette manière-là. Voilà, c'est un peu comme un fil conducteur ou des éléments graphiques sur lesquels je me repose un petit peu. Une autre influence dont j'admire le travail, c'est Blex Bolex, qui est plutôt un illustrateur français, qui va travailler la gravure et la sérigraphie, la gravure linoléum et sérigraphie, euh, où ce travail-là est assez simple, il va juste euh, écrire une histoire, écrire un livre, et puis chaque partie de ce livre, c'est une illustration d'une lettre de l'alphabet. Donc là, on a le H et le I, et puis ça crée une histoire euh, d'un abécédaire, en fait, l'abécédaire, et ça crée une histoire. Ce qui me plaît là-dedans, c'est surtout euh, la recherche d'essayer qu'il y ait toujours deux sens, qu'il y ait toujours comme une première lecture et une deuxième lecture. Il y a la première lecture d'alphabet, et puis la deuxième lecture, ça va être des illustrations qui vont être lisibles les unes, séparées des autres. Et puis, il y a vraiment cet ensemble graphique, et puis chaque élément graphiquement qui est séparé, qui est aussi très beau à voir. Qui arrive encore maintenant. Alors, par rapport juste au travail précédent, Blex Bolek joue sur des compositions de superposition. Et ici, c'est une proposition que j'avais faite pour, euh, pour le, ah, pour la ville de Nyon, le, le- le service culturel de la ville de Nyon. C'était pour mettre en avant une nouvelle installation qui allait être dans un parc. Et puis, il y avait l'idée de faire des flyers et puis l'idée de faire un poster. Bien sûr, il y a ce côté d'essayer d'adapter. Alors, dans ce projet-là, il y a du texte qui est évident, qui est là dès le départ. Et puis, il y a quand même l'idée de présenter c'était une œuvre de Emily Ding pour la ville de Nyon. C'était dans un espace public, dans un parc, et il fallait un peu illustrer cette œuvre qui fait office de paravent, comme ça, qui protège et du soleil et de la pluie.
Et moi, je l'ai un peu, je l'en ai fait devenir un personnage. Voilà, deux personnages, là, en l'occurrence. Et voilà, c'est une recherche graphique, une recherche de composition, puis une recherche de superposition aussi de couleurs. Et il y a un petit peu de graphisme, mais vraiment, l'idée, c'était que l'illustration prenne le dessus, vu que c'était un peu une sorte de carte blanche par rapport à cette installation. Un artiste que j'admire aussi, c'est Ingo Gisdendana, qui est un artiste zurichois qui dessine dans ses carnets de croquis et dans des sketchbooks et qui fait des dessins très très complexes, très chargés. Euh, Ça peut rappeler un peu aussi ce qui est derrière moi, qui est un dessin de Guillaume de Nerveau, euh, dont je ne parle pas là forcément, mais voilà. Euh, Beaucoup d'éléments graphiques, tout fait à la main, beaucoup de temps passé, et lui, il va utiliser ça comme carnet de voyage. C'est vraiment des explorations urbaines. Euh, voilà, j'ai mis en parallèle ce projet avec un projet que j'avais fait pour le Festival de la Cité, qui était une affiche, euh, un mandat de la part du Festival de la Cité. Et puis, l'idée, c'était d'avoir un dessin aussi assez chargé avec beaucoup d'éléments graphiques dans le dessin qui reprend des éléments de la ville de Lausanne. On a il y a genre des toits, il y a la cathédrale, la tour Bel-Air, euh, des éléments de certains quartiers, il y a le palais de Rumine qui sont un peu en arrière-fond. Et puis, il y avait l'idée de jouer avec une typographie en 3D. Euh, donc voilà, dans un projet comme ça, il y a le dessin qui est venu, parce qu'on est venu vers moi pour le dessin, mais après, on me demande aussi de faire du graphisme. Et puis, dans ce projet-là, il y a un peu tout qui s'est assemblé. Euh, Affiche un peu fluorescente, et puis affiche avec beaucoup de détails. Donc, il y a évidemment cette idée de un peu trois lectures euh, une de très loin, quand on voit la cité, on se rapproche, on a les informations, puis une de très près où on vient voir le dessin qui est un peu plus détaillé. Voilà. Donc il y a toujours l'idée un peu d'essayer de ne pas tout donner du premier coup, mais vraiment d'avoir une succession d'étapes pour voir quelque chose. Chris Ware, alors là on est de plus dans le roman graphique, euh, avec lequel je vais mettre en parallèle autre chose, c'est que Chris Ware, il a un travail évidemment phénoménal de raconteur d'histoire, de succession d'images très colorées, très diverses, mais il a son style à lui aussi de narration. Il a développé en fait une sorte de nouveau langage narratif, euh, évidemment qui a été mis en avant ces dernières années parce il a fait des projets qui sont énormément conséquents, qui sont des sortes de chefs-d'œuvre, on va dire, de bande dessinée. Et puis lui, il gère super bien le gaufrier de ces différentes pages. Le gaufrier, c'est cette structure blanche qu'on ne voit pas quand on lit une BD, mais qui est vraiment la structure de la bande dessinée. Qui, évidemment, j'adore lire les bandes dessinées, mais il y a aussi cette question-là de, de comment celui qui crée la bande dessinée, comment il nous aide à lire ou comment il nous fait lire ou faire comprendre quelque chose. Donc, il va jouer sur des gros plans, sur une sorte de temporalité, sur voilà, plein d'éléments qui sont liés à la bande dessinée et une maîtrise graphique euh, que j'admire, que j'adore. Alors, certaines fois, on me demande de faire des peintures murales et puis j'essaye, ces derniers temps, ces dernières années, j'ai essayé d'adapter, en fait, d'essayer de voir est-ce qu'une peinture murale, c'est une seule illustration ou est-ce que c'est plusieurs éléments graphiques ensemble. Et puis, il y a sur une peinture murale, comment essayer d'exprimer en fait plusieurs choses. Et là, c'était une peinture murale pour, euh, pour un espace à Bâle. L'idée, c'était de venir évidemment avec des couleurs, d'essayer de narrer quelque chose sans forcément qu'il y ait de bulles, de texte, que ça soit un peu compréhensif, mais en même temps
voilà, il y a aussi toujours une part un peu d'inattendu. L'inattendu là, c'est que je pense le matin même où j'ai fait ce dessin, j'écoutais un album qui s'appelle The, The Elements, les quatre, c'était les quatre éléments, ouais. Quelque chose comme les quatre éléments de Joe Anderson, et puis un album de jazz magnifique où chaque morceau est lié à un élément, l'eau, la terre, l'air, le feu, et puis c'est ça qui m'a donné, en fait, j'avais un peu une idée un peu imprécise, mais ça s'est précisé au moment de faire cette peinture grâce en fait à ces morceaux de musique. Tout ça pour dire parce que là, je fais des références énormément graphiques par rapport à mon travail. Mais évidemment, à côté, j'écoute énormément de musique, je regarde beaucoup de films. Et bah, cette diversité un peu de médiums, évidemment que ça influence la manière ça influence la manière de faire, la manière de, de construire en fait mon dessin. Ici, eh ben, on a l'eau, on a l'air, on a le feu, et puis on a la terre, que évidemment je représente un peu symboliquement ici, par exemple. Voilà. Un autre format que j'apprécie et puis qui est vraiment actuellement, qui est vraiment quelque chose enfin, qui a explosé un peu ces 10 dernières années, c'est le format de la risographie. Risographie, c'est une manière d'imprimer euh, avec de l'encre de soja, de l'encre un peu naturelle, qui n'est pas à 100% naturelle, mais qui est comme une sorte de photocopieuse qui permet d'imprimer avec des couleurs vraiment spécifiques. Et on a la chance d'avoir en Suisse quelques imprimeurs Riso. Et voilà, de temps en temps, mon travail, c'est sortir quelque chose d'un sketchbook et puis juste de sortir aussi une phrase m'évoque quelque chose de l'ordre de ma sensibilité et puis d'essayer de placer ça sur du papier, de le mettre en couleur. Euh, voilà, c'est un poster en Riso, poster A3. Et les couleurs sont un peu définies par la machine ou par celui qui a la machine, selon le nombre de couleurs qu'il a. Et, j'aime bien distribuer, que mon travail puisse être aussi sur des murs, mais en petit format. Donc voilà, ça c'est un travail. Et puis toujours ce personnage qui revient, évidemment, comme fil conducteur. Un deuxième poster en réseau, c'était le 2017, c'était un des premiers que je faisais. Euh, Là aussi, où il y a ce personnage qui est un peu fondu dans une sorte de grille. Donc, c'est des questionnements graphiques que j'avais à ce moment-là entre la grille de la bande dessinée et puis comment signifier deux choses en même temps ou comment cacher et révéler deux choses en même temps. J'imagine que c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'artiste. Euh, Si je reviens à Paul Klee, c'est ce qu'il a essayé de faire aussi, de travailler sur plusieurs couches de signification sur un dessin. C'est ce que je recherche à travers le dessin. Henri Matisse, petit coup de cœur quand je suis allé au MoMA la première fois pour cette œuvre euh, qui, euh, qui évoque une piscine, qui évoque une sorte de fraîcheur, et puis en fait, c'est juste du découpage, c'est juste des éléments découpés sur du papier qui ont été peints à la gouache par Matisse. Et puis, il y a ces sortes de corps qu'on voit, il y a quelque chose de vraiment très vivant, et j'adore cette œuvre. Euh, euh, En tant qu'illustrateur, elle est vraiment. Des fois, je cherche à aller dans une simplicité comme ça, puis en fait, voilà, c'est pas moi et je ne cherche pas forcément à copier complètement ça. Je veux pas surtout pas copier, mais à m'inspirer de ça. Euh, c'est vraiment une œuvre vraiment chouette à expérimenter. C'est-à-dire, on rentre dans cette pièce, on tourne autour et puis c'est 360 degrés de cette sorte de piscine en mouvement. Euh, Ce que je voulais montrer par là, c'était que Matisse, on le connaît pour ses tableaux et à la fin de sa vie, il a commencé à expérimenter avec le découpage et à aller vers quelque chose de très
très simple, très sobre par rapport à des éléments graphiques. Et comme je disais, je cherchais à des moments de mon parcours, je cherchais à présenter des choses plus simples, plus légères, mais tout en ayant évidemment toujours une sorte de double couche de compréhension. Alors là, il y a une première œuvre, il y a deux œuvres au premier plan, puis mon travail, il est au deuxième plan, c'est le travail graphique en arrière-plan, qui sont des tarots, des cartes de tarot imprimées en très très grand, dont en fait, c'est des petites cartes de tarot dont j'ai recouvert toutes les parties humaines, et il n'y a que des parties non humaines qui apparaissent. Donc c'est un peu des détails de ces cartes de tarot, c'est le tarot de Marseille, et voilà, le tarot qui m'a un peu apporté pas mal de choses dans ma vie. Et puis là, j'essayais de lui rendre rendre l'appareil en extractant un peu le sens graphique, le sens figuratif, et puis en essayant de faire ressortir quelque chose de plus abstrait. Voilà, la série des 22 cartes de tarot, les 22 cartes, des cartes majeures de tarot, complètement rendues abstraites par le stylo. Alors là, on était dans les petites cartes de jeu un peu abstraites. Le travail de Katharina Gross, que j'admire énormément, parce qu'elle va utiliser des sprays de peinture de carrosserie, des compresseurs, et puis peindre des immenses surfaces, soit des intérieurs, soit des extérieurs. Donc, elle a peint des maisons à l'extérieur, elle a peint des intérieurs aussi. Et puis, il y a quelque chose de vraiment monumental dans sa peinture. C'est une recherche une sorte d'expérimentation de couleurs. Il y a quelque chose de direct dans ce travail-là. Ça m'a beaucoup influencé pour le travail suivant, pour le travail de l'avion. Cet avion qui était un mandat proposé par Suisse. J'ai eu la chance d'en faire deux. Et le deuxième, il fallait le rendre beaucoup plus coloré, lui donner vie, lui donner de la couleur. Et sur une surface comme ça, je ne pouvais pas évidemment tout peindre, on ne pouvait pas peindre l'avion, parce que si on peint, ça reste. Donc, il devait l'enlever, l'autocollant, une fois que la fête des vignerons était terminée. Donc, on a dû faire un autocollant. Et la complexité pour le deuxième avion, parce que sur le premier, on n'avait pas pu le réaliser. Sur le premier, la complexité pour le deuxième, c'était de recouvrir complètement l'avion, c'est-à-dire même avec l'autocollant qui aille sur l'avion. C'est-à-dire personne n'a jamais regardé forcément l'avion, mais si j'arrive à montrer la maquette, sur le dessus de l'avion, il y a aussi le dessin. Et l'idée, la complexité, c'était de faire un dessin qui recouvre l'entier de l'avion. Un petit challenge personnel, c'était l'idée d'avoir quelque chose qui englobe le fuselage. Donc Katharina Grosset, c'est vraiment a plutôt influencé pour les couleurs que j'ai utilisées dans ce dessin. Il y avait différents thèmes par partie de l'avion, mais l'idée c'était qu'il y ait un dégradé du début jusqu'à la fin. Et ce dégradé était assez complexe et puis il pouvait être à l'intérieur de chaque forme. Il pouvait être dans chaque forme, mais il pouvait aussi être sur l'ensemble de l'avion. Donc c'était un dégradé géant plus des dégradés à l'intérieur de chaque motif que j'avais dessiné. Ici, on voit les notes de musique, ou bien cette partie-là, c'est un dégradé. Mais sur l'ensemble, il y a aussi une sorte de dégradé sur l'ensemble de l'avion et du fuselage. Donc voilà, c'était un travail assez complexe ça prend quand même 6 mois à mettre en place quelque chose comme ça. Voilà, merci à ceux qui arrivent maintenant. Bienvenue, bonsoir. Je continue. Toujours après cette histoire d'avion, le groupe Professeur Boissa est venu me voir pour avoir une illustration pour un vinyle. Ils avaient un double vinyle et puis l'idée c'était
aussi là travailler un peu avec la couleur, de trouver des couleurs qui font référence à comme une île déserte avec des couleurs qui sont très chaudes. Et puis une illustration qui est un peu cachée, qui est un peu secrète. Donc sur la cover, il y a ce personnage qui est un peu tend le bras vers le nom. Et puis à l'intérieur, ah mince, j'ai oublié de la mettre. Bon, alors l'idée c'était qu'à l'intérieur il y ait voilà. À l'intérieur, l'illustration, elle est en. Si je pose côte à côte le vinyle, si j'abonde deux vinyles, l'illustration est complète. C'est-à-dire qu'il y a une illustration sur le devant, le recto verso, et à l'intérieur du double vinyle, il y a le reste de l'illustration. Donc c'était une très longue illustration, on va dire, sur la largeur. Et puis voilà, l'idée c'est de s'amuser un peu avec ce format, le format du vinyle. J'en ai fait d'autres, des vinyles pour un autre label. Et puis là, l'avantage, c'était de dessiner à la tablette graphique, de jouer avec des couleurs qui sont un peu dans des extrêmes comme ça, des contrastes extrêmes. Et puis, il y a aussi l'idée de un peu panorama, c'est-à-dire que cette image-là, si on regardait au verso, ben, il y a d'autres couleurs. Je l'ai ici. Voilà. Donc l'illustration est plus complexe au verso. Et puis à l'intérieur, il y a la suite de l'illustration. J'espère que vous voyez. Malheureusement, ils sont tout petits, je pense. Mais ouais. J'ai oublié de mettre l'image. Aline Zalco, c'est une illustratrice française qui fait énormément de jeux de couleurs avec des crayons de couleur, qui a vraiment un univers graphique super intéressant. J'admire aussi comment elle confronte un peu ces différents styles de dessin. Elle fait beaucoup d'illustrations éditoriales avec des portraits. Et puis en même temps, elle a un travail personnel qui est c'est tout le temps en mouvement grâce à toutes les couleurs qu'elle utilise. Je trouve, ouais, ça évoque énormément de choses, ça fait ressortir pas mal de choses en moi. Et voilà, je suis toujours assez sensible à son travail. Ah, bon, voilà. Voilà la suite de ce que je vous montrais avant. Aussi dans le jeu de couleurs, l'idée c'était qu'il y ait qui est vraiment un jeu de dégradé, qui est un recto très, très froid ou chaud, puis là aussi un verso un peu plus chaud, un peu dans des couleurs un peu opposées, et puis cette île, je voulais pas du tout lui donner une couleur verte, un peu classique pour des arbres, pour une jungle, et puis c'est un motif qui est assez récurrent en ce moment dans l'illustration. C'était vraiment quelle couleur on pourrait avoir une végétation chaude ou chaleureuse. Comme ça. Donc voilà. Et puis ce personnage qui revient, qui sont les musiciens du groupe, ils sont plus d'une douzaine. Et voilà, ils se retrouvent tous dans cette île, un peu cette île de la musique. Et vous voyez ici, si on a deux vinyles ensemble, on peut avoir l'illustration en entier. C'est pas le but, mais voilà, c'était pour montrer que l'illustration, elle est vraiment continue sur l'ensemble de la pochette. Ici, c'est une illustration pour les. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, donc je disais au début, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser à la fin. J'y répondrai avec plaisir. Donc regardez, si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la fin. Contes et histoires, c'est une série d'illustrations pour un petit programme. Je n'ai pas fait le graphisme, là, j'ai fait vraiment développer les illustrations. L'idée, c'était de travailler avec des illustrations de deux, voire trois couleurs et du fluo. Assez fan du orange fluo, là, c'était vraiment de jouer à essayer de raconter quelque chose, nouveau, un dessin qui évoque plusieurs choses en même temps. Je suis assez fan de livres. J'essaie souvent d'intégrer soit des feuilles, soit des livres dans mes dessins.
c'est quelque chose qui revient un peu assez souvent. Puis là, c'était la meilleure occasion pour pouvoir essayer d'exprimer ça pour les bibliothèques de Lausanne dans ce petit programme. Malheureusement, c'est sorti un peu au moment du Covid. Donc voilà, il y a eu le programme, mais il y a peut-être que 3 mois qui ont pu être réalisés par rapport à ce programme-là. Donc malheureusement. Mais le projet était vraiment super intéressant de pouvoir explorer quelque chose de plus simple, moins coloré, comment jouer avec 2 couleurs, avec des trames. Le jeu de trame, c'est quand même quelque chose qui est lié au graphisme, à l'histoire du graphisme. Il y a pas mal de c'est vraiment quelque chose qui est, propre à l'univers graphique. Et puis là, l'idée, c'était d'essayer de jouer avec ça. Albertine, une illustratrice de Genève, dont j'admire énormément son travail, sa richesse, vraiment son univers personnel. Et puis elle dit une chose qui est assez intéressante, c'est que le dessin, c'est une sorte de chorégraphie. Et puis, c'est toujours un peu, en tout cas ces temps, c'est toujours un peu quelque chose que j'essaie de mettre en place. C'est pas forcément facile, mais voilà, dans le travail suivant. Ici, c'était comment chorégraphier plusieurs personnages, comment utiliser un peu les personnages qu'il y avait dans cette édition, puis les mettre ensemble, comment ils pourraient jouer, parce qu'il y a toujours un peu quelque chose dont je m'approche, mais qui est pas, qui n'est pas encore pas actuel, mais c'est en devenir, ce serait d'aller vers la bande dessinée, mais vraiment une bande dessinée un peu étrange, un peu spéciale, avec peut-être ce style-là ou comme ça. Et puis, en fait, quand j'expérimente ou quand on me laisse la place pour expérimenter ce genre d'illustration, c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à faire. Ici, c'était la bonne occasion pour faire une illustration avec plusieurs personnages, puis voir comment on peut les mettre ensemble. Sylvia Biechli, aussi une peintre suisse, plus abstraite, mais de temps en temps, il y a des éléments graphiques aussi qui ressortent de son travail. Elle a une manière assez libre de peindre, de faire des dessins, du dessin contemporain, entre abstrait, figuratif, entre juste des sortes de simplicité de traits, et puis des fois c'est plus complexe. Il y a des tailles différentes. Là, on a une petite taille de dessin. Elle fait aussi des très grands formats. Donc il y a aussi toujours ce rapport entre petit format et grand format que je trouve intéressant. Et puis je rapproche son travail avec celui-là, où là c'était une expérimentation directement chez le sérigraphe, de pouvoir dessiner sur du calque chez lui. Dessiner, là c'était des éléments en trait, et dessiner sur un deuxième calque, et on a flashé directement le projet et on a imprimé le jour même. Donc c'était en général, on travaille l'illustrateur dans son coin, on envoie au sérigraphe, et puis le sérigraphe imprime de son côté. Là, c'était vraiment sur place, je dessinais dans l'atelier, cette idée un peu de roue comme ça. Dessiner ça dans l'atelier directement et puis imprimer le jour même. Là aussi, il y a une expérimentation, donc ça fait partie de la même série, où l'arrière-fond est fait à la brosse à dents avec de l'encre de Chine sur un calque. Et puis, donc tout ce qui est orange et tout ce qui est noir, c'est un deuxième calque qui est dessiné par-dessus, on flash et on imprime direct. Donc c'était une petite série comme ça qui est sortie il y a quelques années, où l'idée était d'expérimenter chez celui qui va rendre visible le travail. Donc d'aller directement chez le sérigraphe. Sérigraphe qui est Color Makers à Chavornay. Cette idée de couche, de superposition, ça m'avait inspiré pour ce projet-là, qui est une couverture de magazine, on le voit ici, qui est justement, j'ai joué avec des calques, et puis un calque sur deux, par rapport à ces différents cadres, un calque sur deux, je dessinais, et le dessin évoluait
comment dire, un peu un peu en succession, puis des fois je laissais apparaître le dessin, des fois je le faisais disparaître, et ça crée en fait des dynamiques visuelles assez intéressantes qui étaient liées au thème de la composition pour ce format-là de magazine. Raymond Petitbon, un artiste américain, il est très connu pour la pochette des disques de Sonic Youth, où il y a une personne qui fume. J'adore aussi son travail, la manière dont il expose, dont il va être assez libre avec sa manière de peindre, sa manière de tenir son pinceau. Et aussi, il va intégrer du texte dans ses différents dessins. Je le mets en rapport avec ces dessins-là, une série que j'avais fait il y a 4 ans, autour de différentes images où j'intégrais un peu mon personnage à l'intérieur, et puis de dessiner avec un stylo beaucoup plus libre, qui me permettent de faire des erreurs. Et c'est ça aussi que je recherche de temps à autre dans différents dessins, c'est de faire un peu des erreurs, de se permettre de faire des erreurs dans le tracé du dessin. Ça a découlé, une fois que j'ai connu ce stylo, ça a découlé sur une publication. Et cette publication, où j'avais fait des choses très libres, ça a découlé plus tard, donc il y a 2 ans, sur des illustrations pour un espace, pour un restaurant à la Brasserie du Château à Lausanne, où là, ces illustrations ont évolué jusqu'à être visibles sur ces murs. Donc des fois, des petits de fil en aiguille, c'est ça que j'aime aussi, c'est de fil en aiguille un projet qui est peut-être qui est pas très conséquent, permet d'arriver à un autre, permet d'évoluer, puis du coup de reprendre le dessin, puis de l'améliorer, d'en faire quelque chose qui, qui va être visible après à quelque part, qui va être perceptible ou qui va être rendu visible. Et je crois que l'illustration, elle a ça assez, assez génial, c'est qu'elle permet d'aller dans plusieurs univers différents, autant papier, autant physique au niveau du design, autant des livres et design, autant donc ça peut être vraiment des peintures murales ou des impressions, là en l'occurrence dans un restaurant ou sur un avion. Quelque chose dont je suis aussi hyper fan, le travail de Möbius. Bon, il a vraiment une capacité à gérer l'espace dans ses dessins, à gérer la couleur. Bon, je suis très admiratif de son travail, évidemment. Ça m'a beaucoup aidé pour un projet parce que lui, pour ce dessin, avant, il faisait toujours de l'aquarelle, il dessinait beaucoup à l'aquarelle. Et puis, pour toute cette série qui avait été faite pour Hermès, sur ce projet-là, il l'a fait à l'ordinateur. Et je me suis dit, bon, bah, s'il se permet de revenir ou d'utiliser une technologie pour peindre, pour peindre ses dessins, je me le permettrai aussi. Et de là est parti tout le travail que j'ai développé pendant une résidence à Gênes, qui est un travail qui s'appelle Wolganger, une série de 22 dessins autour de Gênes, autour de ces murailles, autour de ces symboles, développés là-bas en résidence. Et puis, je me suis permis en fait de dessiner, de peindre à l'ordinateur. Donc, tous les dessins sont faits au rotring. Et puis ensuite, tout est scanné et tout est fait à l'ordinateur au niveau de la couleur. Avec comme contrainte, là, dans ce cas-là, c'était d'utiliser les couleurs du Corbusier. Qui évidemment, là, on n'a pas forcément l'impression que c'est le Corbusier, mais voilà, quand elles sont mélangées ou mises en dégradé, elles jouent très bien ensemble, quoi. Donc, c'était de venir avec une référence couleur de la Suisse et de l'adapter à des dessins qui font référence à l'Italie. Voilà. Et puis un univers personnel, toujours avec mes personnages, et puis une sorte de fantasme de ville, comme ça, génois. Toujours Möbius, complexité du dessin, mais aussi du volume. Dessin assez fou. Puis là, c'était peut-être essayer aussi de jouer avec
des paradoxes visuels dans cette illustration, qui fait aussi référence à tout ce travail sur gêne, d'intégrer mes personnages, les faire cohabiter, et puis de jouer avec les couleurs. Voilà. D'essayer d'avoir des dessins un peu plus complexes, un peu plus grands. Ça date de 2017, donc maintenant ça fait 4 ans. Travail qui est encore en cours, qui devrait être imprimé cette année, finalement. Donc voilà. Il me reste encore un petit peu de temps. Alors, Stéphanie Leinos, elle a un travail d'illustration, mais un peu conceptuel. Où là, c'est une édition, c'est une publication un peu en leporello avec des. Elle va évidemment questionner les contrastes de noir et blanc, les contrastes de couleurs, des symboles qui sont peut-être liés à des comics ou à Disney presque fait référence à ce genre d'éléments graphiques. Et puis elle va sortir ces éléments, elle va jouer avec. Elle intègre un deuxième format à l'intérieur de sa publication, ce format en couleur, plus petit format, donc elle va un peu déjouer des formats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, j'admire, je mets en parallèle avec un travail que j'avais fait dans les vignes d'Olon, qui est une sorte de BD géante, où il y a un petit lien entre les deux grands formats comme ça. Donc c'est juste de la bâche, enfin c'est imprimé sur de la bâche. Et voilà, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec un format d'exposition un peu atypique, et puis comment on peut intégrer de la bande dessinée là-dedans, ou une sorte de bande dessinée alternative, graphique, contrastée, jouer avec des éléments. Il y a vraiment un lien visuel, tous les éléments de petits points qui vont de l'image de droite à l'image de gauche, parce qu'en fait, ils les avaient pas mis dans le bon sens. Donc ça, voilà, c'était un travail super intéressant de format, de changement de format aussi, de sortir un peu J'adore le papier, je suis assez fan de ça. Comment on peut le sortir et le rendre plus imposant, en fait. Et puis en noir et blanc. Donc ça faisait partie d'une exposition où chaque exposant avait ce type d'accrochage dans les vignes. Donc c'était une balade dans les vignes avec ça. Et pour conclure, je travaille dernier. Vous pouvez le voir, je suis fan de livres, j'adore ça. J'en ai évidemment toujours pas encore fait un personnel que, qui, qui normalement devrait arriver. Voilà. Mais voilà, un travail d'une illustratrice, puis une autrice, pardon, euh, Anna Eyfish, The Artist, le cycle éternel. Je voulais juste définir cette phrase, je suis juste bon à dessiner, The Artist. Et puis, c'est vrai que tout au long de mon parcours, comme ça, le dessin était toujours là comme évidemment moteur, mais comme élément central dans ma vie depuis l'âge ouais, depuis mes 18 ans, on va dire. Pas forcément avant. Et puis c'est devenu vraiment, c'est vraiment, ça a façonné mon parcours, euh, ça m'a fait devenir qui je suis. Donc je suis juste bon à dessiner, ça peut être une critique un peu dure, mais en même temps, j'aime bien cette phrase, et j'aime bien conclure aussi avec ça. C'est un peu maintenant, avec le recul, ce que je suis capable de voir, c'est que je suis juste bon à dessiner, mais c'est quand même grâce à euh, tous ceux qui m'ont influencé, qui m'ont donné des étincelles à un moment donné sur mon parcours. Et, euh, et voilà, je voulais terminer avec ça. Cette BD qui est assez chouette, qui est vraiment sur la vie d'artiste, qui est une critique assez cool de la vie d'artiste. Les couleurs aussi sont très pop. Voilà. Puis alors. Voilà. Merci d'avoir écouté cette petite présentation entre mon travail et puis les artistes
que j'admire, que j'aime beaucoup. Si vous avez envie, je réponds volontiers à des questions.